Les amis, c'est incroyable, on a dépassé les 100 abonnés en un temps record et c'est grâce à vous. Donc un immense merci à tous ceux qui ont liké, commenté et partagé la première vidéo. Et comme promis, aujourd'hui on va lancer le grand gagnant de la carte cadeau Amazon de 100 €. Mais attendez parce que c'est pas fini. Vu l'énorme soutien que vous avez apporté, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Et cette fois-ci, je mets en jeu une carte cadeau Amazon de 150 € dès qu'on atteint les 250 abonnés. Et pour participer, c'est très simple. Premièrement, tu vas t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Même si je pense que tu l'as déjà fait lors de la première vidéo qui s'affiche juste ici. Deuxièmement, tu vas me liker cette petite vidéo pour me montrer que tu es vraiment chaud. Et troisièmement, tu vas me commenter en me disant quel a été le milliardaire qui t'a le plus inspiré et pourquoi. Et maintenant, le grand gagnant de la première carte cadeau de 100 € tiré au sort parmi tous les participants, c'est... Et voilà, félicitations à toi, tu peux me contacter directement sur Instagram ou sur TikTok et je t'envoie ça. Et n'oubliez pas, soyez nombreux pour le prochain tirage. Bon, maintenant imagine que tu as entre tes mains une opportunité au nord, un deal qui pourrait changer l'histoire, mais tu refuses pensant que tu es trop grand pour échouer. Et quelques années plus tard, cette opportunité vaut des centaines de milliards et toi, tu n'existes presque plus. Et bah tenez-vous bien parce que c'est exactement ce qu'a fait Yahoo en rejetant Google pour seulement 1 million de dollars. Et résultat, Google vaut aujourd'hui plus de 1500 milliards et Yahoo presque rien. Mais si tu crois que c'est l'erreur la plus ridicule du business, attends de voir ce que Blockbuster a fait face à Netflix ou comment Elon Musk a failli tout perdre avec Tesla et SpaceX. Ces erreurs ont coûté des fortunes, mais elles nous apprennent une chose essentielle, c'est que l'arrogance, l'aveuglement et la peur du changement détruisent les plus grands empires. Mais est-ce que tu penses que si toi tu étais à leur place, tu aurais pris la bonne décision? Bon, pour la première vidéo, imagine que tu es à la tête d'une des plus grosses entreprises du web. Un petit gars, un geek un peu paumé, vient te voir et te dit: j'ai créé un moteur de recherche révolutionnaire. Je vous le vends pour 1 million de dollars. Toi tu réfléchis et tu rigoles. 1 million de dollars, c'est une blague. Ton projet, il vaut rien. Et là, tu le refuses. Mais le pire, c'est que quelques années plus tard, ce petit projet que tu as méprisé, il vaut plus de 1500 milliards. Et toi, ton entreprise, elle est en train de mourir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire c'est pas une fiction, c'est exactement ce qui est arrivé à Yahoo. Et crois-moi, c'est l'une des pires erreurs de l'histoire du business. Bon, retour en 1998. À cette époque, Yahoo c'est le boss d'internet, le site numéro 1 et la référence absolue. Tout le monde utilise Yahoo pour chercher des infos, lire des articles, c'est vraiment la porte d'entrée du web. Et ils sont tellement puissants que les autres startups du web rêvent d'être rachetés par eux. Et c'est là qu'arrivent deux petits étudiants fauchés, Larry Page et Sergey Brin, et ils ont un projet, un moteur de recherche hyper efficace, un truc qui classe les pages web non pas par les mots-clés mais par leur pertinence. Mais le problème c'est que personne ne croit en eux et leur projet il s'appelle Google, mais pour l'instant il vaut 0 $. Ils vont donc voir Yahoo et disent: écoutez, on galère, on n'a pas d'argent, on vous vend notre projet Google pour 1 million de dollars. 1 million, c'est rien du tout pour Yahoo qui pèse déjà des milliards. Et là les dirigeants de Yahoo explosent de rire. Un moteur de recherche? Mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent un portail avec des news, des mails et des pubs de partout. Votre Google ça vaut rien, ça marchera jamais. Résultat, Yahoo les dégage, ils refusent l'offre et ils pensent que les moteurs de recherche ce n'est qu'un gadget. Et c'est là où Larry Page et Sergey Brin repartent la queue entre les jambes et personne ne veut de leur projet. Alors ils continuent, ils améliorent Google et petit à petit ils commencent à exploser. Cette fois-ci on est en 2002, 4 ans plus tard, et Google commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et là, Yahoo commence à paniquer. Ils se rendent compte que ce petit moteur de recherche qu'ils ont snobé, il est en train de vraiment devenir énorme. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils reviennent voir Google et ils leur disent: bon ok, on s'est peut-être trompé, on vous rachète ce Google là. On vous propose, 3 milliards de dollars. Est-ce que vous vous souvenez du million de dollars qu'ils avaient proposé au début? Et bah là, c'est Google qui les regarde et qui rigole. 3 milliards, mais vous êtes sérieux? Non. Maintenant, c'est nous qui disons non. Bon, et la suite, on la connaît. Google explose. Ils inventent un modèle publicitaire révolutionnaire. Ils rachètent YouTube, Android, Gmail. Ils deviennent le plus grand empire du web. Et Yahoo, bah, il stagne et puis il commence à chuter. Bon, là, on fait un saut jusque dans les années 2010 où Yahoo est en ruine. Ils ont pas su évoluer. Et pendant que Google devient une machine à cash, bah, t'as Yahoo qui continue à faire des portails ringards, à rajouter des pubs de partout et les utilisateurs les abandonnent. Et c'est en 2016 où ils sont obligés de vendre. Et tu sais pour combien est-ce qu'ils sont partis? 4,8 milliards de dollars. Alors effectivement tu vas me dire, bon bah donne-moi ces sous, moi je suis content hein. Mais c'est quand même une boîte qui valait des dizaines de milliards à son apogée, vendue pour même pas 5 milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment moins que ce qu'ils auraient dû payer pour acheter Google. Et aujourd'hui Yahoo appartient à Verizon et ils sont devenus un vestige d'internet, alors que Google aujourd'hui vaut 1500 milliards. Moralité, ne jamais sous-estimer une opportunité, même si elle semble petite, même si tout le monde rigole, parce que parfois ce qui paraît insignifiant
insignifiant, ça peut devenir énorme. Et surtout, si une opportunité est devant toi, ne sois pas comme Yahoo, parce que dire non à quelque chose qui peut exploser, ça peut être l'erreur de ta vie. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aurais fait la même erreur que Yahoo? À ta place, est-ce que tu aurais misé sur Google à l'époque? Ou est-ce que toi aussi tu aurais rigolé en disant que ça ne marchera jamais? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Mais attends, parce que Yahoo, c'est pas la seule entreprise à être passée à côté d'une fortune. Dis-moi, est-ce que tu connais l'histoire de Netflix et Blockbuster? Parce que c'est encore pire. Sache que dans les années 2000, Netflix était une toute petite boîte qui galérait. Et ils ont supplié Blockbuster de les racheter pour 50 millions de dollars. Est-ce que tu sais ce que Blockbuster a répondu? Ils ont tout simplement éclaté de rire. Netflix, ça marchera jamais. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Et devine qui a disparu aujourd'hui? Laisse-moi te raconter. Cette fois-ci, imagine que t'es le patron d'un empire, une machine à cash, et tous les week-ends, des millions de familles viennent louer leurs films chez toi. T'es au sommet et rien ne peut t'arrêter. Et puis un jour, un type débarque dans ton bureau. Il est en galère et son business a du mal à décoller. Et il te dit: Bonjour, j'ai un projet qui pourrait faire révolutionner la manière dont les gens regardent les films. Achetez-nous et on bosse ensemble. Et toi, tu regardes son idée, tu rigoles et tu lui dis: Désolé, mais votre truc, ça marchera jamais. putain, ils ont quoi à faire tous la même chose? Erreur fatale. Parce que quelques années plus tard, ce petit projet que tu viens de mépriser, il vaut 250 milliards. Et toi, ton empire, il est en ruine, effacé de la carte. Est-ce que tu penses que j'en fais trop? Et bah pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Blockbuster. D'ailleurs, avant qu'on continue, dis-moi, est-ce que tu connais l'époque où on allait louer des films en magasin, ou est-ce que tu as toujours vécu avec Netflix et le streaming? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon, revenons dans les années 90. Blockbuster, c'est un monstre. C'est vraiment plus de 9000 magasins à travers le monde entier et des millions de clients qui viennent chaque semaine louer leurs cassettes et DVD. C'est simple, quand tu veux voir un film, t'as pas le choix, il faut aller chez Blockbuster. Et franchement, leur truc, c'est vraiment une machine à fric, parce que leur business repose sur un truc, c'est les frais de retard. 750 millions de dollars par an, juste parce que les gens oublient de rendre leur film à temps. C'est vraiment un jackpot. Et à ce moment-là, Blockbuster se croit vraiment invincible. Ils dominent le marché, ils écrasent tout sur leur passage et ils croient que le futur du cinéma, c'est toujours les magasins. Et surtout, ils pensent qu'aucune startup ne pourra jamais les menacer. Mais bien entendu, ils se trompent. Et un mec va leur prouver. 1997, un certain Reed Hastings a un problème. Un jour, il loue un film chez Blockbuster et oublie de le rendre. Résultat, 40 dollars d'amende. Et là, il se dit: C'est un enfer ce système. Pourquoi je dois payer pour regarder un film une fois? Il y a forcément un moyen plus simple. et c'est comme ça qu'il a eu l'idée révolutionnaire, un service de location de DVD, mais par abonnement et par courrier. Et pour 16 dollars par mois, t'as autant de films que tu veux. Plus besoin de se déplacer, plus d'amende. Alors bien sûr, au début, il a galéré et en 2000, Netflix n'est pas rentable. Ils ont pas assez de clients et Hastings sait qu'il a besoin d'un coup de pouce. Alors il va voir Blockbuster. Et là, accroche-toi bien. Reed Hastings et son équipe débarquent dans les bureaux de Blockbuster et leur proposent un deal au nord. Rachetez-nous pour 50 millions de dollars, on fusionne et on domine le marché. La réaction de Blockbuster, ils explosent de rire. Leur patron, John Antioco, répond: Netflix, c'est un gadget. Les gens préférant toujours aller au magasin. Votre business n'a aucun avenir. et là, il les vire de leur bureau. Hastings repart humilié. Mais au fond, il sait une chose, c'est que Blockbuster vient de faire l'erreur de sa vie et il a raison. Bon, ensuite les années passent et Netflix commence vraiment à exploser. Pourquoi? Et bah tout simplement parce qu'ils ont compris avant tout le monde que le futur du cinéma, bah c'était pas le DVD. Et en 2007, ils font un move génial, ils lancent le streaming. Et plus besoin d'attendre un DVD par la poste. Un simple clic et t'as ton film instantanément. Et en 2010, Netflix est déjà disponible sur les consoles, sur les télévisions et les smartphones. Et les abonnés affluent par millions. Et là, c'est le drame pour Blockbuster. Ils se rendent compte trop tard que Netflix est en train de les tuer. Et en 2010, ils tentent de rattraper le coup en proposant leur propre service de streaming. Mais c'est déjà fini. Netflix est 10 fois plus gros. Blockbuster, lui, est criblé de dettes. Et en 2010, Blockbuster fait faillite. Le géant qui dominait le marché est rayé de la carte. Netflix, quant à lui, il continue de grandir et il se lance dans la production de films et de séries. Et ils vont sortir des séries et des films qu'on connaît tous comme House of Cards, Stranger Things ou Squid Game. Et aujourd'hui, ils valent plus de 250 milliards de dollars. Mais il y a toujours un dernier magasin Blockbuster encore ouvert aujourd'hui. Mais il y en a un seul, perdu dans l'Oregon, juste pour la nostalgie. Mais tout le reste a disparu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand même de cette histoire? Première leçon, ne jamais sous-estimer une nouvelle technologie. Blockbuster pensait que les gens loueraient des DVD pour toujours et ils ont refusé de voir que le monde changeait. Deuxième leçon, si tu es leader, ne dors jamais sur tes lauriers. T'es premier, cool. Mais si tu refuses d'évoluer, quelqu'un viendra te prendre ta place. Mais ça, c'est pas valable que pour Blockbuster. Franchement, regarde autour de toi. Combien d'entreprises pensaient être intouchables avant de se faire détruire par le plus innovant? Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Netflix va durer ou si un jour ils vont aussi se faire dépasser? D'après toi, qui pourrait être le prochain Netflix? J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Tu sais quoi? Ce genre d'histoire arrive encore aujourd'hui. Des entreprises qui explosent, d'autres qui s'effondrent. Et il y en a une en particulier dont personne ne parle, mais on en reparlera très bientôt. Elon Musk, le mec qui
Quoi, tu veux une transition? Ça sert à rien, vas-y, continue. Elon Musk, le mec qui envoie des fusées dans l'espace, qui a révolutionné l'automobile avec Tesla, qui veut connecter notre cerveau avec des machines. Le gars semble invincible. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il a failli tout perdre. En 2008, il était au bord de la faillite. Son argent disparu, ses entreprises en train de couler, sa réputation détruite. Un seul mauvais choix et il aurait pu finir ruiné et oublié de tous. Aujourd'hui, on va voir comment Elon Musk a fait la plus grosse erreur de sa vie et comment il a réussi à s'en sortir. Avant qu'on continue, dis-moi en commentaire, est-ce que tu admires Elon Musk ou tu penses qu'il est surestimé? Voilà, on continue. Années 90, un jeune sud-africain de 20 ans, oui, sud-africain avec une coupe improbable et des rêves de science-fiction débarque aux États-Unis. Son nom, Elon Musk. En 1995, il va lancer Zip2, une entreprise qui cartonne et qui se revend, attention, 307 millions de dollars. Je sais pas si t'as entendu, mais dans les années 90, il avait 20 ans. En 1999, il va créer X.com qui devient plus tard PayPal. Revendu, tenez-vous bien, 1,5 milliard de dollars. Le mec, il a 25 ans et il est déjà multimillionnaire, voire milliardaire. Et franchement, il aurait pu s'arrêter là et vivre tranquillement pour le restant de sa vie, lui et ses générations futures. Mais non, parce que Musk, il veut pas juste être riche, il veut vraiment changer le monde. Dans les années 2000, Musk décide de tout miser sur 3 projets fous. Le premier, c'est Tesla pour révolutionner la voiture électrique. Le deuxième, c'est SpaceX pour coloniser Mars. Et le troisième, qui est un peu moins connu, est SolarCity, de l'énergie solaire pour tout le monde. Le problème, c'est que ces 3 entreprises vont brûler du cash à une vitesse hallucinante. Et là, catastrophe. En 2008, la crise économique explose. Les banques coupent les financements, les investisseurs prennent peur. Et Tesla était à quelques semaines de la faillite. En plus de ça, SpaceX enchaînait 3 échecs de lancement. Et en plus, Musk, lui, il avait misé tout son argent perso dans les entreprises. Et à ce moment-là, il est vraiment fauché. Limite, il dormait sur le canapé de ses amis. Et là, il doit prendre la pire décision de sa vie. En fin 2008, il lui reste plus qu'un seul tir de la fusée chez SpaceX. Si ça rate, c'est fini. Et le 23 septembre 2008, SpaceX lance sa 4e fusée. Tout le monde retient son souffle. Si elle explose, Elon Musk est ruiné à vie. Compte à rebours. 3, 2, 1, décollage. Est-ce que ça explose? Eh ben non, cette fois ça va marcher. Et c'était tout simplement la première fusée privée à atteindre l'orbite, un exploit. Et quelques semaines plus tard, la NASA lui accorde un contrat de 1,6 milliard de dollars. Le gars, il est passé quand même en semaine de ruiner, fauché à dormir sur le canapé de ses potes à sauver SpaceX. Et grâce à ça, il peut garder Tesla en vie. Mais vraiment de justesse. Mais par contre, si cette fusée avait explosé, Musk aurait tout perdu. Tesla aurait coulé et SpaceX n'existerait plus. Aujourd'hui, on aurait parlé de lui comme un génie raté, un milliardaire ruiné. Comme quoi, parfois, tout peut se jouer à une seule décision. Bon, mettons en lumière quand même les 3 leçons de cette histoire. Première leçon, parfois il faut tout risquer pour réussir. Musk, il a mis tout son argent personnel pour sauver ses entreprises et beaucoup auraient abandonné. Mais lui, il a tenu bon. Bon, bien entendu, lui, il avait quand même des ingénieurs derrière lui pour lui faire l'étude du projet. Deuxième leçon, un seul coup peut tout changer. Il a échoué quand même 3 fois de suite et beaucoup auraient tout arrêté. Mais il a tenté quand même une dernière fois et ça a tout changé. Et leçon numéro 3, peu importe ton échec, si tu crois en toi, tu peux rebondir. En 2008, il était vraiment à 2 doigts de la ruine. Et en 2024, il est l'homme le plus riche du monde. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Est-ce que tu aurais pris autant de risques à sa place? Bon, par contre, Musk n'est pas le seul à avoir survécu à une guerre de business. Dis-moi, est-ce que tu connais Snapchat? Parce qu'à l'époque, ils étaient en train d'exploser jusqu'au jour où Facebook a décidé de les copier sans pitié. Et ce qui se passe ensuite, c'est un carnage. C'est l'histoire qu'on va voir juste après et crois-moi, tu veux pas rater ça. Bon, cette fois-ci, imagine que tu as une entreprise qui cartonne, un truc révolutionnaire. Et là, du jour au lendemain, un géant de la tech arrive et te vole ton idée. Et bah c'est exactement ce qui est arrivé à Snapchat. Parce qu'en 2013, ils étaient l'application préférée des jeunes. Ils refusaient de se faire acheter et ils voulaient régner seuls. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est qu'en face, Mark Zuckerberg n'allait pas les laisser gagner. Facebook a utilisé la méthode la plus brutale possible. Ils ont copié Snapchat et ils ont tout raflé. Alors, est-ce que tu penses que c'est du vol ou du business? Dis-moi en commentaire. Bon, revenons en 2011. 2 étudiants de Stanford. Il y a pas mal d'étudiants de Stanford quand même. Ivan Spiegel et Bobby Murphy ont une idée simple mais révolutionnaire. Des messages qui disparaissent après lecture. Ils vont lancer Snapchat et l'application explose. Les jeunes abandonnent Facebook et passent leur temps sur Snap. Le problème, c'est que Zuckerberg va voir ça et il va paniquer. Donc en 2013, Facebook va proposer 3 milliards de dollars pour acheter Snapchat. Et Evan Spiegel, le fondateur, refuse. Et à ce moment-là, il répond que Snapchat vaut beaucoup plus que ça et qu'il va devenir plus gros que Facebook. C'était une grosse erreur. Bon, on le connaît tous, Mark Zuckerberg, c'est pas le genre de gars qui accepte un refus. Et si t'es pas avec lui, eh ben t'es contre lui. Alors, il décide d'utiliser la méthode la plus
plus froide du business. Copier, écraser, dominer, c'est très simple. 2016, Facebook va lancer Instagram Stories. 2017, ils intègrent les filtres, les stickers et les messages éphémères. Et 2018, Facebook met les stories partout. Instagram, WhatsApp, Messenger, même sur Facebook. Résultat, en quelques mois, Instagram Stories dépasse Snapchat en nombre d'utilisateurs. Les marques et les influenceurs vont partir de Snapchat pour aller sur Insta. Et Snapchat, qui était quand même une étoile montante, va commencer à s'effondrer. D'après toi, est-ce qu'en refusant l'offre de Facebook, Snapchat a-t-il signé son arrêt de mort? Bon, on revient quelques années plus tôt, en 2018. Snapchat annonce une mise à jour catastrophique. Les utilisateurs détestent la nouvelle interface et les célébrités comme Kylie Jenner la critiquent publiquement. Résultat, Snapchat va perdre 1,3 milliard de dollars en une journée. Et pendant ce temps, Instagram Stories va exploser. Et en 2024, donc il y a un an, Instagram Stories a plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Et Snapchat, bon, il survit, mais il va plus dominer. Et tout ça parce qu'ils ont sous-estimé Facebook, qui était à l'époque déjà un géant. Prenons maintenant les 3 leçons de cette vidéo. Leçon numéro 1, dire non peut coûter très cher. Refuser 3 milliards de dollars en 2013 pour finir dominé en 2018, c'est une erreur stratégique majeure. Leçon numéro 2, dans le business, il faut évoluer ou se faire écraser. Snapchat avait l'innovation, mais Facebook avait la puissance et l'argent. Leçon numéro 3, les géants de la tech n'ont aucune pitié. Si tu inventes un truc révolutionnaire, attends-toi à ce que les plus gros poissons viennent te les voler. Mais d'après toi, est-ce que Snapchat a-t-il encore une chance de se relever? Mais Snapchat n'est pas la seule. Il y a une entreprise qui a failli ne jamais exister. Un business qui aujourd'hui vaut 200 milliards de dollars, mais qui aurait pu disparaître dès ses débuts. Et c'est Jeff Bezos qui a dû faire face à la catastrophe. Son entreprise, que l'on connaît tous aujourd'hui, a frôlé la faillite totale. Parce que c'est l'histoire de la naissance d'Amazon. Et crois-moi, tu veux pas rater ça. Bon, pour cette dernière histoire, on va se calmer un petit peu. Amazon, aujourd'hui, c'est l'entreprise la plus puissante du e-commerce. 2,5 milliards de colis envoyés chaque année. Et une fortune personnelle de 200 milliards pour Jeff Bezos. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'Amazon aurait pu ne jamais exister. Bezos a frôlé la faillite. Il a perdu des millions à cause d'une seule erreur. Et il a failli tout abandonner. Et sans une décision en dernière minute, Amazon serait mort avant même d'avoir dominé le monde. Alors d'après toi, c'est quoi la plus grosse erreur de Jeff Bezos? Écris en commentaire avant que je te donne la réponse. Allez, on revient en 1994. Jeff Bezos est un employé modèle à Wall Street. Et un jour, il tombe sur un rapport qui dit qu'Internet grandit de 2300% par an. Et il a un flash, c'est que le futur, c'est le e-commerce. Et à ce moment-là, il quitte tout et il lance Amazon dans son garage. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les premiers produits de chez Amazon, c'était tout simplement des livres. Pourquoi? Et parce que c'est facile à stocker et ça a une énorme demande. Et en plus de ça, ça permet de fidéliser les clients. Et en 1995, Amazon est en ligne. Le succès est immédiat, mais personne ne sait encore que Bezos s'est jeté dans un gouffre financier. À ce moment-là, Amazon explose. En 1997, Bezos introduit Amazon en bourse et les investisseurs sont en folie. Mais par contre, il a fait quand même une erreur de débutant. Parce que quand il a vu qu'Amazon commençait vraiment à grandir, il s'est mis à dépenser plus que ce qu'Amazon gagnait. Il voulait tout miser sur la croissance ultra rapide. Et résultat, Amazon perd 3 milliards de dollars. Et là, c'est la catastrophe totale. En 2000, il y a eu l'explosion de la bulle internet. Toutes les startups s'effondrent, les investisseurs paniquent et retirent leur argent. Et l'action Amazon chute de 95%. Et là, Jeff Bezos est à 2 doigts de la faillite totale. Parce que franchement, si toi t'étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Bon, à ce moment-là, Bezos a 2 options. Soit il arrête tout et il vend ce qui reste d'Amazon, soit il fait un choix brutal pour sauver son entreprise. Bon, spoiler, il a choisi la solution la plus dure. Licenciement massif, réduction de toutes les dépenses. Amazon ferme des entrepôts, vire 1300 employés et il arrête toutes les nouvelles expansions. À ce moment-là, ils vont se concentrer uniquement sur ce qui marche déjà. Et là, petit à petit, Amazon commence à survivre. En 2003, l'entreprise redevient rentable. Et Bezos n'oubliera jamais cette leçon. Parce qu'après cette crise, Bezos devient fou de rentabilité. En 2005, Amazon Prime est lancé. En 2006, Amazon Web Services explose et devient une machine à cash. Et en 2010, Amazon va écraser les librairies physiques. Aujourd'hui, Amazon vaut plus de 2000 milliards de dollars. Et tout ça parce que Bezos a su survivre à l'épreuve la plus dure de sa carrière. Bon, on arrive inévitablement à la fin de cette vidéo, mais on n'oublie pas quand même les 3 leçons de cette histoire. Première leçon, la croissance c'est bien, mais sans rentabilité, c'est du suicide. Parce qu'ici, Bezos a failli tuer Amazon en dépensant trop vite. Deuxième leçon, dans une crise, la priorité c'est de couper les pertes. Si Bezos n'avait pas réagi rapidement, Amazon n'aurait jamais survécu. Et troisième leçon, les erreurs ne te définissent pas, mais ta capacité à te relever, oui. Ici, Bezos avait perdu 95% de la valeur d'Amazon, mais il a refusé d'abandonner. Mais dis-moi en commentaire, est-ce que pour toi Amazon est devenu trop puissant aujourd'hui? Bon, franchement, moi j'ai kiffé faire cette vidéo parce que ces 5 histoires nous ont montré une chose, c'est que les plus grands succès sont souvent bâtis sur des échecs. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première vidéo. Netflix a failli mourir face à Blockbuster. Elon Musk a risqué sa fortune sur SpaceX. Facebook a volé l'idée de Snapchat pour dominer et Amazon a frôlé la faillite avant d'écraser le marché. Mais l'histoire du business ne s'arrête pas là. Parce que dans la prochaine vidéo, on va voir 5 autres histoires encore plus folles. Une
entreprise qui a voulu tuer Apple et qui a échoué. Un milliardaire qui a perdu tout son empire à cause d'une seule phrase. Un CEO qui a été viré de sa propre entreprise avant de la sauver. Un peu comme dans la première vidéo. Un concurrent d'Amazon qui a voulu le copier et qui a tout perdu. Et enfin, une startup qui a explosé avant de disparaître en quelques mois seulement. Si tu veux ces histoires, dis-moi laquelle tu veux entendre en premier en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater. Et en fait, n'oubliez pas que pour vous remercier, je vous fais gagner une carte cadeau Amazon de 150 € dès qu'on a atteint les 250 abonnés. Et pour participer, c'est très simple. Il faut tout simplement s'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et commenter cette vidéo en me disant quelle histoire t'a le plus inspiré et pourquoi. Bonne chance à tous et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo.